interrogés étaient des hommes, jeunes et pour beaucoup sans emploi, tous préoccupés pour leur avenir et n'accordant plus de crédit à la classe politique. Je pense que beaucoup de personnes utilisent l'islam pour exprimer d'autres choses qui les préoccupent. La réalité, c'est que l'immense majorité des musulmans d'Europe sont des démocrates pacifiques. Ils sont très fiers d'être des musulmans européens. Mais souvent, ils sont présentés dans les médias comme des extrémistes et des fanatiques. Sur l'échiquier politique européen, l'extrême droite n'en a pas moins acquis une place grandissante. En France, Marine Le Pen est créditée de 19% des intentions de vote pour la présidentielle de 2012. Aux Pays-Bas, le parti de Geert Wilders est la troisième force politique. Et parallèlement à ces partis, des groupes comme la Ligue de défense anglaise coutumière, des rassemblements qui dégénèrent, prennent de l'ampleur. Dans le passé, ces groupes étaient marginaux, mais ils grossissent et deviennent de vrais partis. Ce qui est effrayant, c'est le fait que les partis dits conventionnels, les partis de droite, s'approprient ce discours et qu'il soit mis en pratique. Un signal venu de Norvège ajoute à la confusion. Anders Breivik, l'extrémiste auteur du massacre perpétré cet été en Norvège, a été déclaré pénalement irresponsable par les psychiatres. Il sera certainement interné, mais pas emprisonné. C'est un plaisir de trouver des gens sympathiques, bien accueillis. Merci beaucoup. Donc c'est une problématique quand même importante. C'est que depuis en tout cas une dizaine d'années, l'Europe a entamé un virage vers la droite. On va maintenant vraiment vers l'extrême droite. Ils sont en train de nourrir un discours global dans la société qui est relayé par les médias, qui est relayé par les politiciens à tous les niveaux de la société, qui banalise la haine de l'autre et où on se rend compte là aussi que les gouvernements soit ne font rien, soit sont assez démunis pour juguler cette violence. Est-ce qu'il y a des similitudes avec les années 1920 ? On se retrouve dans une situation qui a quand même beaucoup de similarités avec ce qui s'était passé dans les années 20 et dans les années 30. Et on se rend compte avec le même genre d'effet aussi, des systèmes financiers qui s'écroulent, l'économie réelle qui est en train de s'écrouler et une polarisation au sein des communautés. Soit les peuples se reprennent en main et disent oui voilà c'est assez, on a déjà une expérience, c'est fini, on est temps de faire autre chose. Ou alors quoi, les mêmes solutions qu'en 40. On peut se dire que l'Europe, elle a failli à sa mission. Est-ce que l'Union européenne minimise, pour ne pas dire nie, les dangers de cette nouvelle extrême droite ? L'Europe est particulièrement silencieuse sur cette question-là et a tendance à se tromper complètement d'analyse. C'est clair qu'on n'a pas la composition politique idéale pour changer le cours des choses. Un certain nombre de partis de droite sont en train d'organiser la guerre des pauvres. Et pendant ce temps-là, on évite bien tranquillement de parler des questions fondamentales pour nous, à la lumière aussi de l'expérience de 45, la redistribution. Quel modèle de société voulons-nous aujourd'hui ? En parlant de dérive, la dérive islamophobe s'amplifie à un tel point qu'elle devient alarmante. Ouais. Les musulmans et les juifs s'unissent contre la xénophobie. Ouais. Qu'est-ce qui les unit ? L'antisémitisme et l'islamophobie, ce sont les deux faces d'une même pièce. Après l'Holocauste, on a un petit peu diminué la pression sur les juifs en Europe. Pour les musulmans, c'est une nouvelle menace. Je crois qu'il y a vraiment des craintes très fortes qui sont exprimées dans nos communautés et qui ne sont pas reprises en compte par le politique. Et je dirais même plus spécifiquement alors les craintes émises par les communautés musulmanes, quelle que soit leur origine et qui sont en Europe, qui tirent la sonnette d'alarme depuis un certain nombre d'années. Il y a vraiment un double sentiment de victimisation au sein de ces communautés parce qu'elles ont l'impression que non seulement elles contribuent à l'économie, au bien-être général comme tout le monde, mais en plus, elles ne sont pas protégées du tout et que leur voix compte absolument pas dans le débat politique global. En parlant des massacres, est-ce que ce qu'on voit actuellement, est-ce que c'est juste la partie visible de l'iceberg extrémiste qui grouille en Europe en ce moment ? Là, c'est l'analyse que fait notre réseau. Le fait de banaliser ce genre de discours vraiment autorise les gens, un certain nombre de personnes qui sont probablement fragiles pour différentes raisons, à passer à l'action violente. Peut-on tout dire en démocratie ? Oui, je pense qu'on peut dire beaucoup de choses. Et on se rend compte qu'un certain nombre de leaders d'extrême droite montent au front et ont peur de se retrouver cités dans Breivik en disant oui, vous êtes responsable de... Alors bien sûr que pénalement, ils sont probablement pas responsables de ce qu'a fait Breivik, mais éthiquement, leur responsabilité est écrasante parce qu'ils ont nourri ce climat de haine. Ça ne veut pas dire qu'on doit nécessairement réduire la liberté de parole, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on a besoin en Europe d'une alternative politique crédible.